Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net sur lequel j'essaie de démontrer que l'humanité progressivement évolue vers son ultime perfection. Une ultime perfection qui, à mon sens, serait concrétisée par l'unité universelle, donc la paix universelle entre les nations, la fraternité, une évolution commune, en commun, avec une prise de conscience que notre destinée est de travailler ensemble pour cette humanité et une accession à la sagesse, en somme. À l'âge de raison, on pourrait dire, mais on dira plutôt à la sagesse. La finalité de l'humanité, c'est d'accéder à la sagesse spirituelle, telle que les spirituels en parlent. Voilà. Et pour démontrer ma théorie, j'utilise de temps en temps des ouvrages que je trouve au hasard de mes balades. Et là, par exemple, j'ai acheté cet ouvrage-là de René Jean Dupuy, un juriste en droit international, qui a écrit L'humanité dans l'imaginaire des nations, publié en 1991. Ce livre est pour moi extraordinaire d'enseignement. Et je pense que René Jean Dupuy a une vision philosophique de l'humanité, justement. Pour moi, la vision philosophique, une des visions philosophiques, parce que la philosophie a de nombreuses entrées et sorties, en fait. Il y a des philosophies de l'histoire, philosophie des mathématiques, philosophie, etc., etc. Donc, et celle qui s'intéresse justement au développement de l'humanité, à la téléologie, à l'étude des fins dernières de l'humanité, voilà, cet ouvrage, je le classerai là-dedans. Et ma théorie se classe aussi dans cette veine, avec beaucoup moins de références scientifiques, ou même d'ailleurs pas du tout. C'est plutôt une théorie un peu, on va dire, intuitive. Et donc, il faut la prendre telle qu'elle est. C'est pas quelque chose de scientifique et ni de philosophique au sens universitaire du terme. Donc voilà. Alors, René Jean Dupuy s'intéresse au développement, à tout ce que l'humanité fait pour développer le concept d'humanité, justement, à l'intérieur des nations, puisque nous sommes organisés sous forme de nations pour la plus grande partie des êtres humains sur cette planète, sous forme de nations, de pays, et nous sommes plus ou moins globalement fédérés autour symboliquement d'un organisme mondial, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Pour l'instant, cette organisation ne remplit pas son rôle correctement, on va dire, de patron ou de père des nations, de véritable père des nations qui peut intervenir lorsqu'il y a un conflit. On voit bien depuis tout le temps, mais depuis les 30 dernières années, depuis que René Jean Dupuy a publié cet ouvrage, on voit bien que le nombre de conflits qui ont été pratiqués par les grandes puissances, en passant par-dessus les Nations Unies, ou en manipulant les Nations Unies, ce qui revient au même.
Voilà. Alors, donc, ma façon de pratiquer, est celle-ci. Je lis, je découvre et je commente. On arrive vers la fin, 260, page 263. Donc, je commence à lire et je commente éventuellement. L'humanité instituée. Deux séries de projets d'humanité cohabitent dans l'imaginaire. Un projet de domination consacrant un impérialisme militaire, culturel, idéologique, commercial est en œuvre dans l'histoire depuis toujours. Alors, rappelons-nous que René Jean Dupuy a publié cet ouvrage en 1991, peu avant sa mort d'ailleurs, et à l'époque où l'URSS venait d'être vaincu en somme par le capitalisme, le communisme venait d'être vaincu par le capitalisme après 70 ans de lutte entre ces deux dominants. Un seul sortait vainqueur, c'est-à-dire le capitalisme qui allait devenir le néolibéralisme et sombrer, on peut le dire comme ça, dans la toute-puissance que nous connaissons depuis 30 ans. Voilà. Et toute-puissance qui l'a rendu tellement indigeste aux yeux de l'ensemble de l'humanité. Et c'est une logique d'évolution qu'une grande partie de l'humanité désire enlever sa qualité de gendarme du monde, que s'est attribué le monde occidental, on pourrait dire. Voilà. Et puis, surtout, cet ultralibéralisme qui pose un problème maintenant à l'humanité. Voilà, ça c'est mon point de vue. Alors, un projet donc de domination, voilà, deux séries de projets, un projet de domination consacrant un impérialisme militaire, c'est exactement ce qui s'est passé en 30 ans quand les États-Unis ont vaincu l'URSS, démantelé l'URSS, dépouillé la Russie, etc. Ils sont partis dans un système de domination impérialiste, il faut le dire. Ils se sont institués en tant que gendarmes du monde et voilà, ils ont répandu un impérialisme militaire, culturel, idéologique et commercial. Bon, commercial, en créant la mondialisation, ce qui a été quelque chose de fondamental, parce que cette critique que je fais à l'impérialisme, c'est une critique de forme, parce que au final, tout ce qui se réalise dans l'humanité, tout ce qui s'est réalisé devait se réaliser ainsi. C'est-à-dire que ça a apporté les choses que ça devait apporter. Cette période de mondialisation ultralibérale devait apporter ce qu'elle a apporté à l'humanité. Et voilà, même s'il y a des choses négatives, il y avait des choses positives et il y avait des choses négatives. Et à un certain moment, une fois qu'un système a apporté ce qu'il devait apporter à l'humanité, il est renversé ou il est remplacé ou il est voilà. Et donc on va rentrer dans un autre modèle. Ce système a appelé par ses excès a appelé à un changement de modèle. Et on voit que maintenant on ne veut plus de ce modèle destructeur de planètes, ce modèle ultra-consommateur, ce modèle où l'avoir a été totalement privilégié aux dépens de l'être. Voilà. Alors, et en face, donc, il y a un problème, un projet de domination, et en face, un projet de solidarité. Et en règle générale, dans les projets qui intéressent l'humanité, qui concernent l'humanité, il y a toujours un projet de solidarité qui cohabite avec ce projet de domination.
Et on le voit, on travaille à... Mais voilà, il y a eu toute une, tout un travail depuis les années 90, depuis les années 80, tout un travail de solidarité euh, envers les populations maltraitées, opprimées, etc., ou qui subissaient des catastrophes, etc. Donc il y a ces deux forces qui cohabitent, qui travaillent l'évolution de l'humanité et qui, en même temps, conduisent l'humanité vers sa perfection. Alors un projet de solidarité, dans une perspective d'égalité de droits entre les nations, mobilise des mythologies juridiques et économiques charriant des modèles divers. On parle de l'ONU là, à mon avis. Et évidemment, normalement, dans l'ONU, il y a l'égalité des droits entre les nations. Et là, on sent bien que l'ensemble du monde, le monde émergent, dit émergent, l'Afrique, l'Amérique latine, etc., réclame à l'ONU d'être considéré de façon égalitaire, ce qui est légitime d'ailleurs. Alors, cette démarche participe du mythe kantien d'un traité de paix perpétuel. Alors, ce qui est intéressant dans le traité de paix perpétuel par Kant, il me semble, si je me souviens bien, c'est qu'il demande, entre autres, de mettre à bas l'espionnage, donc de passer sur la confiance, au lieu de... alors que nous sommes en plein dans une exaltation de l'espionnage, en réalité. Donc, au fond, tout ce qui permet de ne pas faire confiance à autrui et d'entretenir la violence, voilà. Donc, on voit bien que l'humanité n'a pas... les intentions de l'humanité, au moins depuis 30 ans, là, ne sont pas celles d'aller vers quelque chose de paisible. Et au final, on a fini par avoir cette guerre sur le continent européen, après tout un tas de guerres sur le continent africain, etc. Donc, il y a quelque chose que l'humanité a à gérer. Et tout ça, à mon sens, ça décline du sentiment de toute puissance, du principe dominant, du système dominant, du système impérialiste actuel, c'est-à-dire le système occidental. Voilà. Alors, transposant le schéma du contrat social au plan universel, elle tend à dépasser l'aménagement institutionnel dans lequel se rassemblent les États pour récupérer l'homme et donner à ses droits naturels une garantie suprême, en cas de blocage de l'État dont il se plaint. Poussé jusqu'à son terme, ce projet aboutit à l'unité, à l'instauration, pour reprendre la formule de Jean 23, d'une autorité mondiale à compétence universelle. Je ne savais pas que c'était sa formule à Jean 23, et c'était dans les années 20, je pense, ou je ne sais pas quand, hein, Jean 23, mais c'est ancien. Donc, une autorité mondiale à compétence universelle. Et donc c'était bien pensé que seule une autorité mondiale pouvait régler le problème des antagonismes, de la guerre. Parce que un gendarme mondial, comme on vient de le vivre avec les États-Unis qui en ont pris la charge, ça ne peut pas amener la paix puisqu'il n'est pas juste d'abord pour lui-même, puisque par égoïsme naturel, voilà, les États-Unis, même s'ils ne le disaient pas avant, c'était America First. Donc, être le gendarme en se disant d'abord pour moi, ça ne peut pas fonctionner. Et ensuite, il privilégiait ses amis tout autour de la planète, voilà, au détriment des autres. Et ça, c'est pas possible. Donc, c'était un générateur d'injustice en somme. Donc on voit bien que c'est pas un système comme ça, c'est pas un dominant qui peut
prendre la charge d'être le gendarme du monde. Ni les États-Unis, ni l'OTAN, ni les Russes, ni les Chinois, ni les BRICS, ni voilà, personne en dehors de l'ONU. Alors, l'imagination est sollicitée par des visions antithétiques. Le rejet de l'humanité au nom des États, le rejet des États au nom de l'humanité. Bon, c'est pas moi qui ai souligné les choses. Je l'ai acheté d'occasion, donc quelqu'un d'autre a souligné cela. Le premier parti valorise, avec les nations, les particularismes religieux et culturels et conforte la négation de la communauté internationale. Ah bon? Le second néantise les États et les singularités religieuses et culturelles pour affirmer l'unitarisme et l'uniformisation. Alors il y a ces deux forces qui, ceux qui veulent rester du côté de la nation, qui veulent que la nation soit plus forte que l'universel, et ceux qui pensent que l'universel doit être plus fort que la nation. À mon sens, les deux ont raison, mais celui qui aura raison en fin de compte, dans le futur, c'est l'universel. Nous allons vers l'universel. Bien entendu, on ne peut pas le faire de façon brutale. Il faut que ça soit digéré par les êtres humains qui vivent au sein des nations. Et ça prend des décennies. Ce n'est pas comme la digestion par un homme de ce qui l'encombre ou de ce qui le gêne. Ça se compte en années, tout simplement, peut-être. Mais par contre, pour l'évolution de l'humanité, ça se compte en décennies, voire en siècles. Mais en tout cas, ce qui nous attend, c'est la vision universelle. Et on dépassera les nations, à mon sens. Du moins, alors, ces deux images également irréalistes tirent leur séduction. Alors, irréaliste, pour lui, à cette époque-là, en 1991, il n'avait pas une vision de la finalité de l'humanité, mais parce que c'est une vision spirituelle. Ça intéresse plutôt le philosophe traditionnel, vraiment le philosophe pur et dur, Hegel, etc., voilà, ou même Marx, qui ont des visions comme ça futuristes. Et n'oublions pas que cette vision universaliste qu'avait Marx et que l'URSS avait pris à son compte, venait de capoter, en fait. L'échec du communisme, l'échec de l'URSS marquait l'échec de l'universalisme, du désir d'unifier l'humanité derrière l'égalité, derrière voilà, le communisme. Et donc, tout était à reconstruire à l'époque où René Jean Dupuy écrit cet ouvrage. Il ne pouvait plus avoir de vision comme ça téléologique. Alors, donc, la vie sociale internationale, qui n'a ratifié ni l'une ni l'autre, souligne par sa complexité croissante leur caractère artificiel. Du moins ont-elles le mérite de mettre en évidence l'affrontement des deux modèles mythiques, celui d'un monde condamné à la division et celui de l'idéal d'une humanité unie. Alors, mythique, je ne sais pas ce qu'il entend par mythe. Est-ce que un mythe, c'est quelque chose qui est réalisable ou pas? S'il pensait que c'était irréalisable, je pense que c'est réalisable, que c'est ce que nous allons réaliser. Voilà. En tout cas, je comprends que ça soit mythique, parce que, par exemple, au XIXe siècle, cette idéologie de l'unité, un idéal de l'humanité unie, était dans l'esprit des philosophes tels que Fourier, sans doute Saint-Simon, Owen et compagnie, et Hegel, etc. Donc,
en fait, ce qui a fait perdre cette vision-là, ou qui l'a fait passer du côté du mythe, c'est parce qu'elle ne s'était pas encore réalisée, parce que on a toujours tendance à penser qu'on n'est pas loin de la réalisation. Et moi-même, je pense que voilà, on est à quelques siècles de cette réalisation. Mais peut-être que ça prendra plus de temps. Peut-être que dans 4 ou 5 siècles, ou 3-4 siècles, les gens diront, ben voilà, il écrivait que l'humanité allait être unie, aller vers la paix universelle, vers la fraternité, etc. Et on voit bien qu'on n'en est pas encore là. Bon, bref. Mais on ne sait pas ce que représentera l'avenir. La séduction du mythe de l'État mondial abuse parfois d'excellents esprits qui oublient seulement que l'organisation de la communauté des nations ne relève que de l'initiative des États, peu enclins par nature à se dissoudre dans un super-État. Voilà, parce qu'il ne tient pas compte du temps. Et le temps dissoudra les nations dans l'universel, comme il a dissous les petits comtés, avant que la France soit la France et unifiée, eh bien, c'était des petits princes qui chacun avait une partie du territoire et ils ne voulaient absolument pas s'unifier. Il a fallu de la violence pour s'unifier derrière un roi et c'est ce qui a fini par arriver. Et là, les choses se concrétiseront comme ça. Sauf qu'un roi, non, ça ne fonctionnera pas comme ça. Ça sera un système universel. Donc, je ne suis pas d'accord avec lui en ce sens-là. Mais par contre, je suis d'accord que les États sont peu enclins par nature à se dissoudre dans un super-État. Je suis d'accord. Mais ça se fera. Les résistances opposées à la dynamique unifiante de la communauté européenne par ses 12 membres laissent à imaginer les répugnances qu'éprouverait à entrer dans un système d'intégration plus de 160 pays aux disparités multiples. Et pourtant, eh bien voilà, comment, et c'était par esprit belliqueux, hein, c'est plutôt le belliqueux qui a qui a unifié l'Europe quand l'URSS a explosé. L'Europe occidentale a voulu tout de suite, en surpayant d'ailleurs, en faisant des cadeaux inouïs, a voulu tout de suite attirer les pays libérés, la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, enfin bref, les pays baltes, qui étaient inclus dans l'URSS, de rejoindre la communauté européenne, et y compris l'OTAN, ce qui a posé le problème que nous connaissons aujourd'hui. Eh bien, ça s'est fait de façon rapide, très très rapide. Alors, on voit bien à quel point c'est compliqué de faire fonctionner un système comme ça, mais tout simplement parce que la vision n'est pas la même. Et donc, ça sera pareil c'est pareil pour faire fonctionner les 160 pays qui sont unis au sein de l'ONU, de les faire fonctionner ensemble, tant qu'ils n'ont pas une vision identique de la finalité de l'humanité, c'est difficile de pouvoir les accorder, bien que il y a quand même un travail considérable qui se réalise. Voilà. Aussi bien un pouvoir mondial centralisé, loin de mettre fin aux tensions, constituerait un enjeu entre des forces politiques, culturelles ou religieuses, avides de le capturer. Voilà donc tout ce qu'il faut éviter. Il faut éviter de laisser se capturer, comme c'est le cas actuel, l'ONU. L'ONU, tant qu'il sera capturé par une puissance, là il n'ose pas le dire clairement, mais tant que l'ONU ne sera pas libérée de ceux qui le capturent,
eh bien, on peut pas vraiment réussir à fédérer. Mais ce désir de capturer l'ONU durera tant que l'humanité n'aura pas trouvé, n'aura pas compris son sens. Le jour où l'ensemble des États qui constituent l'humanité prennent conscience que l'humanité, que notre rôle, c'est d'amener l'humanité à son ultime perfection, et que tout le monde accepte cette finalité, c'est même la plus logique, hein, quel est le sens de l'humanité à part de nous conduire à notre perfection, si on y réfléchit. Donc c'est très possible que l'ensemble des États finissent par dire, ben oui, c'est le plus logique. Cette idée, elle est évidemment, on peut se fédérer derrière cette idée-là. Et alors à partir de là, on ratifie cette vision, d'accord, c'est notre but, on travaille à ça, donc on y travaille de façon consciente et symbiotique, en symbiose, en entraide, en partenariat, voilà, sans que personne ne tire la couverture à soi, puisque le but est commun. Voilà. Donc là, tout sera réglé. Mais il faut atteindre cet état. Et ce n'est pas forcément encore facile. Cet état, voilà, la mécanique universelle, mon site, cherche à ce que l'humanité prenne conscience de cette finalité. Voilà, c'est mon travail. Et je pense qu'un jour ou l'autre, ça sera, peut-être, sans doute pas par moi même d'ailleurs, je pense, parce que je suis, voilà, ça sera par quelqu'un qui aura du poids dans la société, mais ça sera fait. Voilà. Alors, aussi bien un pouvoir mondial centralisé, loin de mettre fin aux tensions, constituerait un enjeu entre des forces politiques, culturelles ou religieuses avides de le capturer. Enfin, à supposer qu'un tel empire universel soit réalisable, sa tendance irrésistible ne serait-elle pas d'ignorer la personne pour régner sur des sujets passifs définitivement parqués? Alors oui, évidemment, si c'est un roi ou un empire qui s'impose et qui prend le pouvoir pour lui-même, si l'ONU admettons, parvient à prendre le pouvoir sur l'ensemble des nations, mais qu'il décide ça serait bizarre, mais enfin, qu'il décide qu'il travaille pour lui-même, voilà, qu'il impose son empire de lui-même, sans tenir compte des autres, ou voilà. Alors évidemment, bien sûr qu'on pourrait rentrer dans un système un peu Big Brother, etc. Mais ça ne peut pas arriver. Surtout pas avec une gouvernance universelle et surtout pas dans un monde qui aura pris conscience de son sens. À partir du moment où on prend conscience de notre sens et qu'on a bien compris que l'évolution vers notre ultime perfection, ça n'est pas une évolution vers une dictature, au contraire, qu'on se libère de tout ce passé, cette histoire que nous avons déjà vécue, alors à ce moment-là, il n'y a aucune raison qu'on rentre dans un système de type Big Brother. La solution fédérale, par définition la plus démocratique, puisqu'elle jumelle unité et diversité en assurant l'égale participation des composants à la gestion de l'ensemble et la sauvegarde de leur autonomie résiduelle, n'occupe pas dans l'imagination la primauté que la rationalité devrait lui valoir. Alors oui, c'est la solution fédérale, on passera par un système fédéral mondial, voilà. C'est-à-dire que les nations, au lieu d'être des nations rigides et fermées, seront des fédérations qui appartiennent à l'humanité dans la totalité. Je pense qu'on passera plutôt par un modèle comme ça, intermédiaire, avant d'arriver à quelque chose d'universel.
Son paradoxe, donc, à la solution fédérale, est de souffrir d'une complexité qui est pourtant la marque de son réalisme. Et on voit bien que tous les endroits qui fonctionnent sur un fédéralisme fonctionnent très bien finalement. Aux États-Unis, je pense que c'est comme ça, en Suisse, en Allemagne, etc. Donc, alors, la seule chose, c'est que il faut joindre à un fédéralisme une médiatisation de la fraternité, c'est-à-dire du fait de neutraliser les, les agressifs, les racistes, ceux qui ont des velléités méchantes envers leurs voisins, voilà, les Allemands de l'Ouest peut-être qui méprisaient les Allemands de l'Est, les Suisses de tel endroit, etc., etc., les Belges pareil. Donc ça veut dire une éducation un système médiatique qui écarte les antagonistes, qui les calme, qui les éduque, qui leur ouvre l'esprit au profit des fraternels. Alors là, oui, la fraternisation, ça fonctionnera tout à fait. Et s'il n'y a pas de jalousie, si le système est tout à fait juste, si une gouvernance universelle s'impose, mais de façon absolument juste, où il y a par exemple sur l'ensemble de la planète un salaire universel versé à tout le monde peut vivre sans travailler, il travaille s'il le désire, et la plupart des gens désireraient travailler d'ailleurs, parce que le travail, c'est quelque chose que les hommes aiment faire, sauf qu'ils n'aiment pas être des esclaves, ils n'aiment pas travailler, ils n'ont pas besoin de travailler des heures, 8 heures par jour, ils peuvent travailler 4 heures par jour, ils peuvent travailler 3 jours par semaine, etc., avoir des conditions superbes de travail. On peut tout à fait apporter tout ça à l'ensemble de l'humanité. À ce moment-là, il n'y a pas de disparité. Si entre les Suisses romans et les Suisses alémaniques, il y a l'égalité, s'il n'y en a pas un qui tire la couverture euh, de, vers lui, et ben tout se passe bien. Si entre voilà donc un, fédé, un fédéralisme mondial avec une vraie égalité, avec d'abord le plaisir de vivre, le bonheur de vivre euh, comme échelle de base, c'est-à-dire, voilà, chacun travaille, rend quelque chose un peu à l'humanité pour que ça fonctionne, etc. Mais ce qui est privilégié, c'est le bonheur de vivre, c'est la rencontre, aller les uns vers les autres, faire de notre différence un folklore qu'on offre aux autres. Ben voilà, les Chinois viennent nous visiter, sont contents de découvrir des Français dans leur quotidien. Nous, on va visiter les Chinois, etc. Et puis, voilà, que ça soit le tourisme qui soit le moteur des rencontres entre les êtres humains et non pas la guerre. Là, actuellement, ben, ceux qui vont rencontrer les Russes, ben, y a peut-être des Iraniens d'un côté, de l'autre côté des Polonais, etc., qui, et on peut dire la même chose des Américains qui sont allés à la rencontre des Irakiens ou des Afghans, alors qui seraient jamais allés à la rencontre. Et donc, pour l'instant, ça passe à travers la guerre, à travers voilà, ces rencontres se font à ce niveau-là, alors que ça pourrait se faire au niveau touristique, au niveau de la rencontre fraternelle. Voilà, mais c'est un choix d'existence, un choix d'évolution. Et ce choix, à mon sens, sera décidé un jour ou l'autre. Voilà. Alors, si le fédéralisme suppose pour s'établir à l'échelle mondiale une métamorphose de l'esprit des nations, n'est-il pas concevable, pour en préparer l'avènement, de l'établir d'abord selon une méthode sectorielle, en constituant de grands services publics ayant chacun en charge des affaires
essentiels pour le devenir du monde, comme la population, l'alimentation, l'eau, l'écologie. Point d'interrogation. Voilà. Et le salaire universel, je découvre en même temps que je lis. Et le salaire universel en fait partie. L'écologie en fait partie. La, la, la gestion de la population en fait partie. L'éducation en fait partie. La gestion de la population, à mon sens, elle est pas pertinente parce que la Terre peut contenir les 10 milliards d'êtres humains que nous allons être. Simplement, il faut développer à outrance et rapidement l'éducation, les soins, l'enseignement, le fait d'évoluer vers un monde voilà, où on peut gérer cette chose-là par l'intelligence et la bienveillance plutôt que par l'autorité ou quoi que ce soit. Mais bon, on peut aussi utiliser, pas l'autorité, mais les systèmes chinois pour gérer la population. L'alimentation, c'est quelque chose que nous sommes en train de travailler. On va vers quelque chose on va éviter de plus en plus le gaspillage. On va commencer à travailler à être des vrais partenaires, à travailler en entraide, en partage. Voilà, et donc il y aura plus de raison que d'un côté le système fasse grossir des êtres humains jusqu'à 300 kilos et que de l'autre côté, il y ait des gens qui n'arrivent pas à se nourrir. Donc tout ça, c'est que des questions de choix. Et le jour où on décide de partir, de travailler ensemble à l'évolution de l'humanité, tout ça sera réglé. Mais il faut arriver à faire entendre aux sourds, aux dominants sourds actuels, qui en plus, pourtant, ils se rencontrent, hein, ces dominants au G20, au G8, à Davos ou ailleurs. Et comment se fait-il qu'ils aient pas encore... Parce qu'il n'y a qu'eux qui traînent, hein, ce n'est pas les peuples, hein, c'est bien eux qui ne sont pas encore d'accord pour une gouvernance mondiale, fédérale, bienveillante, un partage des richesses, etc. C'est eux qui traînent les pattes. C'est pas les peuples, ils sont déjà prêts à ça, hein. Si demain on impose le salaire universel, ben, sur les 8 milliards, si on fait voter, eh ben, il y aura 7 milliards 90 millions qui diront oui. Voilà. Donc, et si on dit, est-ce que vous êtes d'accord pour que on fonctionne beaucoup plus de façon universelle, si on demande au peuple cela, ils diront oui. Bien sûr que si on laisse parler les nationalistes hindous, sikhs, bouddhistes, de n'importe quelle nationalité, si on privilégie les nationalistes dans les médias, ben c'est réglé. C'est les nationalistes qui vont influencer les peuples. Voilà, c'est tout simple, hein. Et ce qui a influencé les Allemands en 1938 ou dans les années 30 à partir du moment où Hitler a pris le pouvoir, eh ben c'était les nationalistes. Et c'est les nationalistes qui ont amené la haine de l'étranger. Les Allemands, ils n'avaient pas du tout de haine envers les Polonais ou envers voilà, les Slaves. Voilà. Qui c'est qui a mis cette haine? Et même ni envers les Juifs, ni envers les Tziganes, ni envers les homosexuels. Ils pouvaient tout à fait vivre avec. Les mœurs évoluaient de façon progressive et tout allait très bien. Il a fallu, c'est toujours les dominants. Et c'est aujourd'hui, ce sont les dominants qui martèlent leur nationalisme et leur haine d'autrui dans nos médias, qui influencent, qui font que dans un village comme à la campagne où je suis, dans ces coins-là, on va se retrouver avec 30 ou 35% de gens qui ont une vision, qui pensent qu'on n'est pas loin du grand remplacement alors qu'il n'y a pas d'étrangers. Donc il y a quelque chose qui va pas. Et ça, c'est
et c'est extrêmement bien gérable. Le jour où l'humanité, le jour où la France, par exemple, juste en prenant la France, le jour où la France décide de privilégier la fraternité, ben c'est vite fait. Hein, les dominantes d'Isomédia, bon voilà, vous arrêtez de nous bassiner avec ce genre de choses, et c'est vite réglé. Hein. Voilà, le jour où Bolloré et les autres, les 5 ou 6 oligarques qui tiennent les médias, donnent, euh, parlent qu'à présent il faut stimuler au lieu du nationalisme et de l'islamophobie, on stimule la fraternité euh, et l'universalité, ça sera réglé. Donc c'est rien du tout, c'est pas un problème, c'est juste, pour l'instant, ce qui arrange l'humanité, c'est ces nationalismes, c'est cette haine, etc. Voilà. Alors, on entend écarter le risque de technocratie en organisant leur concertation avec des délégués gouvernementaux qui, bien que spécialistes eux-mêmes, seraient capables de corriger les données de la technique par des considérations sociales et le sens de l'humanité. Le souci de donner toutes ses chances à cet humanisme dans son affrontement de la modernité conduit à imaginer le développement des instances de réflexion d'ordre éthique composées de scientifiques, de philosophes, de sociologues, de juristes, de représentants des régions, et dont la consultation devrait être obligatoire pour les organes politiques et techniques. Diversification structurelle inévitable. Bon, bref, on va aller un peu plus vite. Pour autant, la violence ne serait pas... Non, eh ben, je vais arrêter là et puis je vais faire une autre vidéo pour la fin. Voilà, merci de votre écoute. À très bientôt.